Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui va enfin voir de la montagne sur un grand tour. Vous avez compris, on va parler du Giro. La deuxième semaine s'est terminée, le leader c'est le même, Isaac Del Toro. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? On va se poser la question avec un Mexicain qui est tout feu, tout flamme en ce moment. Je vais poser aussi cette question à mes deux chroniqueurs du jour. On va commencer par celui qui est un habitué, évidemment, Thib qui est avec moi. Salut Thib. Salut les gars. Toujours en forme. J'espère que ça va bien et que vous êtes chaud pour cette troisième semaine. Alors j'allais te demander dantesque. J'allais te demander toujours en forme, mais finalement il n'y a même pas besoin de demander puisqu'on l'a compris direct. Et nous avons avec nous un Jackie. Alors ce n'est pas Jackie Durand, hein, parce qu'il y en a qui nous écoutent en podcast, donc ils n'ont pas la vidéo. C'est encore mieux parce que je suis sûr que tu vas plus vite que Jackie Durand sur Longchamp. C'est Jackie Bosberg qui est avec nous aujourd'hui pour un grand plaisir, bien sûr, de t'avoir. Salut les gars, bah écoutez, plaisir partagé. Mais effectivement, je vais plus vite que Jackie, parce que je l'ai eu à Longchamp, je vais plus vite. Aujourd'hui en tout cas. Ah oui, et alors, question, parce que Jackie Durand, bon, évidemment consultant sur Eurosport que l'on connaît, mais Jérémy Sakian, parce que voilà, lui il parle beaucoup ici, mais tu le côtoies, enfin tu le croises et tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le niveau de Jérémy Sakian pour que quand il revient la prochaine fois, au moins on ait ce débat un peu plus serein avec lui, parce que j'ai l'impression que c'est Alberto Contador sur un vélo. Bah, disons qu'il a le physique de Rasmussen de l'époque, avec les watts de Jackie Durand d'aujourd'hui. Ah ouais, bon. C'est un peu le mix des deux. Et il a aussi la boîte à médicaments de Rasmussen de l'époque, hein, ça je peux vous le garantir. Alors il y a Acola60 dans le chat qui dit il a arrêté Sakian. Bon, je sais pas qui est cette personne Acola60, il a l'air de bien connaître Monseigneur Sakian. Bon, on va parler du Giro quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé cette semaine. C'est un grand tour, évidemment. Et puis on y va maintenant, je crois. C'est parti pour le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. On a vécu donc une semaine avec des rebondissements, pas de grandes étapes de montagne, mais des étapes piégeuses, on va dire, avec beaucoup de chutes, d'abandons, des retournements, voilà, de situations. Ça a été plutôt pas mal finalement, beaucoup de choses à dire. Et celui qui s'en est le mieux sorti dans cette semaine, il avait déjà le rose à la fin de la première semaine, c'est Isaac Del Toro, toujours leader avec 1 minute 20 d'avance sur son dauphin Simon Yates. Alors, Thib a été dithyrambique la dernière fois sur Isaac Del Toro. Il peut le garder. En face, Jérémy lui a mis des coups. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, est-ce qu'il peut tenir, Thib? Est-ce que tu y crois encore plus? Mais de ce que j'ai vu, oui. Actuellement, en fait, il y a rien qui me fait dire que Isaac Del Toro peut craquer ou non. On ne connaît absolument pas ses limites, et bien malin est celui qui saura me dire les limites de Isaac Del Toro en haute montagne, les limites de Isaac Del Toro en troisième semaine, les limites d'Isaac Del Toro dans l'enchaînement des étapes de montagne. Là, de ce que j'ai vu hier, il était tellement à l'aise, il me rappelait Tadej Pogacar. Donc non, enfin, j'ai été dithyrambique et je le reste. Pour moi, Del Toro, plus les jours vont avancer et plus il va rester en rose. Et en plus, il a les arguments pour lui, c'est que d'une part, il avait ses déclarations en janvier où il disait pouvoir viser le classement général du Giro. Maintenant, il est en bonne position. Il a certes Ayuso derrière, mais il peut essayer aussi de viser un podium. Il y a ses parents qui ont fait le déplacement du Mexique pour vivre la deuxième et la troisième semaine. Donc, c'est un bonus d'extra motivation. Et puis, il faut le rappeler aussi, s'il gagne un grand tour ou s'il fait podium d'un grand tour, son contrat qui est évalué à 800 000 euros, 800 000, pardon, sans doute dollars par an, sera réévalué, mais sera réévalué beaucoup plus haut. Ah oui. Donc il a quand même des petits aspects sentimentaux et financiers qui vont commencer à le pousser pour cette troisième semaine. Oui, c'est vrai que ça peut compter, même si bon, même avec ce qu'il montre, en tout cas dans ces 2 premières semaines, s'il n'y a pas automatiquement un salaire qui va augmenter, il va pouvoir le choper ailleurs. Jackie, on va te donner la parole du coup. Del Toro, est-ce que tu y crois à ce Del Toro? Parce que c'est vrai qu'il a l'air aérien, il saute sur tout ce qui bouge, on a l'impression que rien ne peut lui arriver, toujours bien placé, pas de problème, à un moment il a failli chuter, tout s'est bien passé, il s'est relevé, enfin vraiment, Del Toro pour l'instant, tout est parfait. Mais maintenant, on va rentrer dans la 3e semaine et là il y a un point d'interrogation. Est-ce que toi tu crois en Isaac Del Toro? Moi, je crois en Isaac Del Toro jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le Giro, il commence réellement mardi, vu l'étape qu'il y a mardi. On sait qu'il grimpe très très bien, puisque chez les jeunes, on sait qu'il grimpait.
Maintenant, est-ce que l'enchaînement d'écoles et des journées, il va les digérer, c'est autre chose. On n'a pas de point de comparaison. Il a fait la Vuelta, certes, mais pas du tout dans ce rôle-là. Donc, on ne sait pas, Et puis c'est il un était point Covidé, hein. d'interrogation. Exactement. Donc, moi, je veux bien que ses parents viennent. Moi, je vais tester ce week-end. On va voir. Je vais appeler mes parents, leur demander de venir sur le bord de la route. On va voir type si ça marche, si ce bonus-là fonctionne. Et c'est clair il dégage une facilité vraiment impressionnante. Maintenant, l'enchaînement des journées et d'école, on n'a pas de point de comparaison. Donc, moi, j'attends de voir. Je vais rester un peu plus mesuré que Thib dessus. Ouais, Je c'est suis vrai. moins fanboy. Je pense qu'il y a ça aussi. Ouais, il y a- J'attends de Non, pas voir. du tout. Je suis absolument pas fanboy, mais là, à l'heure actuelle, j'ai littéralement rien qui me fait dire que Isaac Del Toro peut craquer. Et face à cette concurrence qui me paraît relativement assez ouverte, on le voit, il a beau avoir un leader qui est Juan Ayuso. Juan Ayuso n'a pas forcément rassuré visuellement. On sait qu'il est potentiellement blessé au genou, ou au moins touché. Mais le genou, ça reste très handicapant quand ça passe pas. Et puis sur cette dernière semaine qui va être assez physique où le genou va être sollicité, qui nous dit que Juan Ayuso ne peut pas craquer? On a vu Primoz Roglic qui est désormais hors clou. On a un Egan Bernal qui est dans l'attaque mais qui ne semble pas au-dessus d'un Isaac Del Toro. Et puis on a un Richard Carapaz, pareil, qu'on connaît à l'aise sur la troisième semaine, qui va monter en puissance, qui va aussi être un élément offensif. Mais est-ce qu'il a paru au-dessus d'Isaac Del Toro? Non. Donc au final, qu'est-ce qui fait dire que Isaac Del Toro ne peut pas tenir? Absolument rien. Oui, mais on peut pas, du côté du AE, tout donner maintenant pour Isaac Del Toro. Et on l'a vu d'ailleurs sur ces Mais j'ai dernières jamais dit qu'on étapes. donnerait tout à Isaac Del Toro. J'ai Parce que dit s'il qu'il prend peut 8 tenir. minutes dans la première étape de montagne, t'es foutu. Et Juan Ayuso, c'est vrai qu'à des moments, on le voit quand même en difficulté dans l'étape de la veille, avec le Monte Grappa. Sur la fin, il n'était pas aérien, on le voyait plutôt en queue du groupe des favoris. C'est assez compliqué. En fait, il se cache peut-être aussi. Peut-être qu'il faut que son genou aille de mieux en mieux. Ça peut arriver jusque dans les prochains jours. Mais ils ont le cul entre deux chaises, en fait, UAE. On l'a vu, à un moment, même si t'étais loin, Bernal, Carapace, Del Toro. Voilà, ça part. Derrière qui roule, c'est UAE. Encore une fois, à un moment, Del Toro va chercher, je crois que Derek G ou je sais plus quel coureur. C'est une Enfin, erreur de leur part, hein. il a été chercher tout le monde. Il est dans les roues. Il roule pas. Pourquoi UAE derrière se met à rouler alors qu'il y a d'autres équipes qui ont aussi des intérêts, etc. Et que un leader qui a le maillot rose sur les épaules qui peut, pourquoi pas grappiller du temps, ou pas du tout, j'en sais rien, pourquoi on va le chercher à chaque fois? Ça, c'est ça que je trouve ça délirant. La stratégie du AE, elle est pour moi, elle est pour moi en fait Elle est trop. toute vue. Elle est toute vue. C'est qu'il y a un leader qui était annoncé, Juan Ayuso. On lui a promis cette Vuelta. On va continuer de lui promettre parce que ça reste l'un des petits prodiges qu'on a signé comme Del Toro, mais on l'a signé avant, donc il a, on va dire, la primeur de l'Enes. Mais l'Enes, il n'a qu'un an d'avance sur Isaac Del Toro. Mais aussi, il faut rappeler, hein, Juan Ayuso, ça reste quand même le petit chouchou de Maxence, donc faut un peu bichonner les, euh, les éléments qu'on a un peu tendance à favoriser. Est-ce que tu comprends, Jackie, la stratégie du AE par rapport à tout ça? C'est vrai qu'il y a vraiment l'expression le cul entre deux chaises. Je crois qu'on y est. Là, c'est sûr qu'on est dedans. Est-ce que tu la comprends et surtout, quelle va être la stratégie du AE par la suite? Parce que là aussi, on va avoir le cul entre deux chaises entre un coureur, Del Toro, on ne sait pas de quoi il est capable en haute montagne. Donc, on accélérer, pourquoi faire? Et surtout Ayuso qui n'a pas l'air super aérien. Donc, vu qu'on a de l'avance, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'ils savent que faire ça, normalement, mettre un gros tempo et voir derrière, ça va être hyper compliqué quand même pour eux. Alors, hyper compliqué, ils sont quand même dans un fauteuil. Mais la stratégie, par contre, va falloir se gratter la tête pendant cette journée de repos. Exactement. Après, moi, j'aimerais savoir ce que pensent les autres équipes de tout ça, parce que il ménage Ayuso. Garde Del Toro pas trop loin, la laisse est pas très longue, il le laisse faire un peu ce qu'il veut, mais pas tant que ça. Moi j'aimerais savoir ce qui se passe dans les autres équipes, ce qu'ils se disent en fait. Savoir est-ce qu'on roule contre Ayuso, est-ce qu'on roule contre Del Toro, qu'est-ce qu'ils nous font? Et je pense que ça doit être compliqué dans la tête des autres, hein. Mais ça doit être compliqué chez UAE aussi, hein, parce que l'ambiance ça doit être particulier quand même, hein. À table le soir ça doit être quelque chose. Ouais. Parce que Del Toro tu vois qu'il se balade quand même, hein, et qui se retient
Après, jusqu'à quand, je sais pas, parce que il cache pas non plus que si le rose il peut le garder, il va le garder. Mais on lui dit clairement de se calmer. Donc, moi, j'aimerais savoir ce qui se passe à table le soir. Mais et chez UAE et chez les autres. Hein. Ouais. Donc c'est On lui, on lui- particulier. on lui- on lui dit sans doute en off, mais on lui dit aussi sans doute en course, hein, parce que l'autre jour, quand Carapace se barre, honnêtement, il avait les moyens physiques de revenir sur lui. Hein. Il s'est bridé, et puis hier, c'est pareil. Hein. Bon, hier, il Il avait saute pas sur tout ce qui forcément bouge. roulé, vu Mm. qu'il avait Juan Ayuso en backup derrière, mais son équipe roule, et son équipe roule, c'est une erreur. Ils auraient dû épuiser les Red Bull Bora de Primoz Roglic, parce que Primoz Roglic, on a vu ensuite qu'il a pris un petit tir dans la montée suivante, mais il avait ses coéquipiers pour l'aider. Alors que sur le Grappa, il aurait pu littéralement épuiser son équipe et se retrouver bien seul. Et aujourd'hui, il n'aurait pas 2 minutes de débours en plus, mais il en aurait 6-8. On a l'impression qu'en fait, Del Toro, maintenant, c'est un électron libre. Tu vois, il fait pas partie du UAE, c'est UAE plus Del Toro. Bon, certes, il fait partie de l'équipe, mais par contre, on le laisse faire ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut, c'est son petit truc. Du coup, on a un coureur de moins. On le laisse faire sa balade, il a l'air d'être bien, notre coco. Puis nous, on se concentre vraiment sur Ayuso, qui est évidemment toujours le numéro 1, je pense, dans la tête du UAE, vu comment ça se passe et comment ça se déroule. Mais voilà, c'est assez particulier de se dire, bon, on laisse faire sa tambouille, s'il nous ramène le rose à la fin, tant mieux, mais nous, en attendant, on avait une stratégie établie depuis le départ, et on va pas changer notre fusil d'épaule, mais bon. En tout cas, depuis le Je début, pense qu'il c'est... y a une partie, là je vois le commentaire de Sport Mediamat qui nous dit on est tous fans de Del Toro, pourquoi on a envie d'un challenger? Est-ce que c'est pas parce qu'on nous annonçait un duel écrit un peu d'avance entre Primoz Roglic et Juan Ayuso et que bah on en a peut-être un peu marre de voir à chaque fois les mêmes noms qui ressortent pré-course finir par gagner les dites courses? Est-ce qu'on voudrait pas une petite surprise? Ce serait pas forcément une surprise en soi qu'Isaac Del Toro remporte le Giro d'Italia, mais ça resterait peut-être un peu contre les pronostics. Donc est-ce qu'on n'a pas envie de cette petite surprise que le Giro nous a offert tout au long de son histoire? Jackie, tu voulais dire quelque chose? Abuse pas, type comme ça serait une surprise quand même. Del Toro, c'est pas 10 ans de carrière, c'est pas une Vuelta à gagner, c'est. Enfin, Ouais, mais quand il a tu vois... gagné il a gagné le World Tour l'année dernière. Faut pas exagérer non plus quoi. Non, Il mais a de ça la reste une classe. petite... Ça se voit qu'il a la classe. Ça reste une petite surprise dans le sens, et ça ne le serait pas dans le sens où, c'est pas le leader annoncé du côté des Émiratis. On annonçait plus Yates et Juan Ayuso, mais pour le coup, quand tu voyais le contingent que les Émiratis ont envoyé sur ce Giro, tu te dis littéralement qu'ils pouvaient le gagner avec 5 coureurs, Non, mais ça c'est clair. dont Isaac Del Toro. Mais surtout, en sa faveur, et c'est comme ça aussi sur un grand tour sur 3 semaines, c'est qu'il ne lui est rien arrivé. C'est-à-dire que, à C'est part ça. avoir pris la pluie sur le chrono à la fin, qu'il a un peu embêté, du coup il a perdu un petit peu de temps, c'est la seule malchance qu'il a eue pendant ce grand tour. Et ça fait partie, tout le monde le sait, les coureurs le savent, ça fait partie de la magie des grands tours, c'est que voilà, il n'y a personne qui a chuté devant toi. T'as pas pris un trou un moment, t'as pas perdu du temps. Ayuso l'a perdu du temps. Roglic, on n'en parle pas. Tiberi aussi. Tous ont été malchanceux. Lui, pour l'instant, ça y est, c'est comme ça. Et comme t'es touché par Même la quand grâce, il c'est l'a comme été, ça en que fait. tu vas au plus loin possible. Ouais, bah, Même quand il l'a été, parce que l'autre jour, quand il y a cette grosse chute collective dans le sprint et où il gagne du temps, il est pris dans cette chute. Tu le vois, il chute, et, il se ramasse sur un coureur, mais il remonte très vite sur le vélo et il va voilà. rejoindre le groupe Wout van Aert. Donc même quand il est pris de malchance, il en a énormément. Bon, sur Del Toro, on va essayer de passer. On va juste dire un petit mot sur Ayuso, même si les deux sont liés. On en a parlé un petit peu. Jackie, Ayuso, est-ce que pour toi, ça reste quand même, on va dire, on laisse de côté un petit peu ce Del Toro, cette étoile filante de côté? Ayuso, pour toi, est-ce que ça reste quand même dans ce duel entre favoris, on va dire, qu'on voit depuis le début de ce Giro, le numéro 1, celui qui a le plus de chances de remporter ce Giro, si évidemment on évacue ce Del Toro électron libre? Ah, écoute, c'est celui qui offre le plus de garanties pour le moment. Il a peut-être son petit problème au genou, mais la chance qu'il a, c'est qu'il y a eu 2 semaines de Giro, on va dire relativement tranquille, plate, où il y avait quand même peu. La garantie de tout ce qu'il a fait auparavant, que ce soit sur la Vuelta, que sur les grands tours. Des choses que Del Toro n'a pas pour le moment. Ouais, mais Il a jusqu'à présent, l'expérience des 3 semaines, c'est ça que je veux dire.
il a l'expérience des 3 semaines, mais jusqu'à présent, on l'a toujours vu avoir un jour sans et un très bon jour sans du côté des Bah, grands tours. laisse-le Donc, avoir son jour sans, il l'a toujours pas eu. Laisse-le l'avoir. Cette semaine peut-être. Mais pour le moment, tu peux pas tout mettre dans le même panier. Tu as Ayuso, tu lui promets des choses depuis un moment quand même. Là, t'arrives avec l'Armada, tu lui dis c'est pour toi et tu vas décider comme ça avant la vraie montagne que bah, finalement peut-être que bah tu vois on va faire un serpent à deux têtes et puis vous allez vous débrouiller comme ça. Tu peux pas faire ça avec Ayuso, surtout quand tu connais le caractère du bonhomme. Si tu commences à faire un truc comme ça avec lui, mais tu l'as perdu. Tu l'as perdu avant la montagne, c'est terminé. Il va faire n'importe quoi. Enfin, tu vois bien comment il est. Donc pour l'instant, faut le laisser gérer. Moi, honnêtement, j'y crois. Je pense qu'il va monter en puissance, sauf si réellement il a réellement quelque chose au genou. Le vélo, c'est un truc au genou, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, mais pour le moment, je pense qu'il se cache un peu. Je pense que Del Toro en avant, même si ça doit le titiller, ça l'arrange aussi. Parce que du coup, on parle beaucoup de Del Toro, beaucoup moins d'Ayuso, Mm. et il fait sa route. Donc moi, j'attends vraiment la montagne et on verra ce qui se passera. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu d'indication. C'est ça aussi, avec ce Giro qui est particulier, où la haute montagne arrive qu'en 3e semaine. On ne sait pas. Ça se trouve, on parle tout à l'heure, on en parlera de Simon Yates et tout, qui est 2e du général. Ça se trouve, premier jour, vu qu'il n'a pas eu il a pas eu une préparation idéale, en tout cas, il n'a pas montré grand-chose. Ça se trouve, il va prendre 10 minutes, on n'en parlera plus jamais de Simon Yates. C'est ça aussi qui est un peu particulier dans ce Giro, où on a vu des coureurs qui étaient un peu forts, mais jusqu'où? Jusqu'où, c'est ça aussi qui est compliqué. Alors, on va avancer sur un autre favori, celui qui était annoncé comme même, je pense, le favori numéro 1 juste devant Ayuso, Primoz Roglic. Là, par contre, il a montré des faiblesses. On l'a encore vu donc la veille avec l'arrivée à Saggio, où il a perdu du temps encore. Il a été malchanceux, Primoz Roglic, mais ça, bon, on a l'habitude parce qu'il tombe assez souvent. Thib, là, Roglic, est-ce que dans ton esprit, ça y est, il est éliminé? Parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit ça y est, là, on peut le mettre de côté et tout. Donc tu as été plutôt dans ce sens-là tout à l'heure. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment l'éliminer? Il est 10e du général, certes, il a perdu beaucoup de temps, mais voilà, Primoz, là, en ce moment, c'est compliqué. Bon, juste avant de commencer le podcast, visiblement, du côté de la Gazzetta, on confirme qu'il devrait être au départ demain, donc il est encore en course, mais on le sait, il a déclaré du côté des médias slovènes qu'il était touché à l'épaule et à la cuisse. Nombreuses chutes, et de nombreuses chutes cette semaine. Il a chuté au Stradé, il a chuté sur le chrono, il a chuté lors de cette étape de sprint et maintenant il est meurtri physiquement. Ça se voit, il a perdu énormément de temps et quand tu regardes son classement général, alors je veux bien qu'on puisse faire des miracles, mais là très clairement, faudrait faire une lente 10. J'y crois absolument pas. Il peut rattraper du temps peut-être s'il va mieux sur des leaders, mais il peut pas en rattraper sur littéralement 9 qui sont devant lui au classement général. Donc oui, Primoz Roglic est bel et bien fini pour la course au titre 2025 de la Corsa Rosa. Après, c'est un peu biaisé parce que il y a 4 minutes quasiment sur Isaac Del Toro, mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Et 4 minutes, tu sais pas, encore une fois, sur une montée, Del Toro peut péter. On regarde plutôt Ayuso, Simon Yates pour l'instant. Froome, sur son coup du Finestré, on a rattrapé moins sur Yates. Et je veux bien qu'il rattrape du temps sur 1 ou 2 leaders, mais il a du temps à rattraper sur 9 leaders. C'est mathématiquement et stratégiquement, ça paraît compliqué parce que tu auras toujours une équipe qui ira rouler dessus, toujours un leader qui sera là pour l'accompagner dans son coup. Donc, comment il peut rattraper plus de 4 minutes sur cet ensemble et ce contingent de leaders? C'est impossible. Ça va vite, hein. Regarde Vincenzo Nibali par le passé, on l'a vu récupérer pas mal de temps dans cette 3e semaine parce que lui, il avait l'habitude, il connaissait ce Giro. Après, c'est vrai que les signaux sont pas bons. Bon, voilà, il a des problèmes. Quand tu déclares que tu es meurtri physiquement à des signaux sont slovènes, pas bons. c'est que c'est fini. Mais on a le droit de se poser la question. Jackie, pour toi? Non, moi, j'y crois plus du tout. Ouais. Pourtant, j'aime bien Roglic. Franchement, c'est un coureur que j'adore. Je trouve qu'il fait preuve vraiment souvent de courage, d'abnégation, ce que tu veux. Mais là, je crois qu'hier, il s'est même pas présenté au micro. Il s'est barré direct après la course. Il a juste dit quelques mots en disant, il a dit je suis content d'avoir fini. Voilà, et puis il s'est barré alors que le journaliste courait après. Ouais, c'est pas du tout son style. Enfin, il distribue pas les mots comme ça, mais c'est quand même pas trop son style.
Même après les chutes, il se pointe. Enfin, j'ai souvenir où après les chutes sur le tour, il se pointait. Enfin, et c'est un dur au mal. Donc si vraiment ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un truc. Et comme dit comme dit Tib, il y a trop de coureurs devant lui. Il faudrait vraiment un concours de circonstances de fou. Il faudrait qu'il le fasse sur 2 ou 3 étapes. Mm. Jamais, enfin, tu peux pas faire ça sur une Ouais. étape. Tu peux pas rattraper autant de temps. Même si tu comptes pas Del Toro au classement général et que t'enlèves ce qu'il a de retard sur Del Toro, il a 8 mecs devant lui. Allez, t'enlèves Caruso, t'enlèves des mecs comme ça, mais t'en as encore 4-5 vraiment costauds que tu dépasseras jamais, c'est pas possible. À moins que tu fasses 2 Froome dans la semaine et que tu marches comme un avion, et là, honnêtement, j'y crois pas une Ouais. seconde. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Hein. Et il Ouais. a des doublettes en plus, c'est pas que des individualités. Il a la doublette Emirati avec Isaac Del Toro et Juan Ouais. Ayuso à gérer. Il a la Bahreïn. doublette Bahreïn avec Caruso et Tiberi. Il a la doublette Ineos avec Bernal et Rensman. Des Ouais. équipes qui peuvent rouler derrière lui, que des équipes qui peuvent se mettre ensemble et rouler derrière lui, donc non. Non, c'est... Allez, à la rigueur, il peut essayer de péter son étape et terminer comme ça, mais même une étape, ça serait compliqué. Honnêtement, on le laissera pas partir, donc j'y crois pas. Bon, j'ai l'impression que Roglic il part pas vainqueur avant cette troisième semaine. Il y a aussi d'autres coureurs. On parlait donc de coureurs entre les deux, entre Del Toro et donc Primož Roglic, des coureurs qui ont montré quand même de belles choses. Bon, Simon Yates, lui, ça a été le moins malchanceux, on va dire. Il n'a pas montré grand-chose, mais toujours bien placé, ça, il faut le dire, et c'est à son avantage. On a un Richard Carapaz qui a gagné une étape, qui a l'air vraiment d'être en grande forme, d'avoir de bonnes jambes. Derrière, bon, Tiberi, malchanceux aussi, complications, mais bon, Bahreïn, ils ont 2 cartouches avec Caruso. Il y a Derek J dedans, mais je le mets un petit peu en dessous parce que c'est pas le meilleur grimpeur de tous. Il y a donc Egan Bernal et Thymen Arensman donc pour Ineos. Et tout est encore en jeu, en fait, sur le papier. On a vu Bernal, Carapaz essayer, on voit Ayuso pas serein. Moi, je suis désolé, mais ce Giro, je suis incapable de dire maintenant qui est vraiment celui qui est au-dessus du lot. Pour moi, il y a pas mal de rôles d'arbitre, on l'a vu notamment avec Carapaz et Bernal, Tim. Moi, j'ai presque l'impression que c'est un peu UAE qui peut décider un peu de distribuer les cartes dans ce classement. Après, pas devant parce qu'ils veulent gagner, mais en dessous en tout cas. C'est-à-dire que c'est eux qui vont un petit peu décider de qui va les suivre, qui va pas suivre. Et ça se voit par exemple quand Ouais, bah oui. Mais quand tu vois Carapace qui accélère plusieurs fois, moi j'adore Carapace là sur ce Giro, je le trouve fou comme d'habitude. Mais surtout, il a l'air d'avoir la pêche parce que quand tu vois ses démarrages, ils sont quand même assez violents. Tu vois que Del Toro il y va quoi. Il a décidé que Carapace c'est une fois et c'est fini. On va arrêter les bêtises. Bernal, c'est un peu pareil, il le laisse pas partir, même si je crois moins en Bernal. Pareil, c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais bon, il revient quand même de loin, et déjà ce qu'il fait, c'est beau. Mais c'est eux qui décident un peu de qui part. Tu vois, quand tu vois Derek Guy qui part, il y va pas direct, il s'en fout un peu. Il a beau être à moins de 3 minutes, il s'en fout. Caruso, alors là, j'en parle pas. Tiberi, il suit. Et c'est un peu UAE qui va décider. Donc, à voir. Hein. À voir. Mais en tout cas, Carapace. Moi, Ouais. je trouve que Carapace, il a vraiment une pêche. Ça se voit sur les démarrages. Il est assez impressionnant, là, je trouve, sur ce Giro. On l'a vu quand il a gagné, où c'est le plus malin, il démarre au bon moment, personne ne va le suivre, mais bon, il met une belle attaque assez franche et derrière, il va remporter son étape. Lorsque Bernal attaque dans le Monte Grappa, c'est lui qui est dans la roue derrière, même il essaye de relayer, etc. Donc on sent qu'il veut accompagner les coups, on sent qu'il a envie, il sait aussi, il a l'habitude bien sûr, il sait qu'il ne faut pas tout donner maintenant, mais voilà, il y a ce petit truc qui fait que Carapace, pour moi c'est le rôle d'arbitre avec Bernal évidemment, mais voilà, c'est vraiment l'arbitre de ce Giro. Tib, non, tu voulais parler. Totalement. Ouais. Non, totalement. Pour moi, il y a 2 arbitres et les 2 arbitres, on les a vus. C'est Carapaz et c'est Egan Bernal avec les Ineos. Les Ineos, honnêtement, je m'attendais peut-être à ce que sur la 3e semaine, ils soient peut-être un peu plus dans l'attente. Mais quand je vois qu'ils tentent le coup du Grappa, alors que littéralement, ça leur aurait stratégiquement rien apporté au vu de la fin d'étape, je vois pas une 3e semaine où ils n'en foutent pas de partout et à partir de demain. Je vois pas comment ils peuvent rester sages et être dans une course d'attente. Donc oui, on va avoir des dynamiteurs. Maintenant, Jackie l'a dit, hein, honnêtement, on va pas se mentir, au vu de la puissance collective qu'ils ont, au vu des cartes qu'ils ont encore en jeu, les Emirati, en fait, il ne tient qu'à eux de perdre cette course. Et c'est pas aux autres de faire perdre les Emirati, c'est les Emirati qui peuvent se faire perdre eux-mêmes.
On l'a vu d'ailleurs avec Ineos qui a tenté donc, dans l'étape de la veille. Ils ont mis le gros tempo dans le Monte Grappa. Ça a plutôt bien fonctionné, on va dire, dans le sens où ils ont réussi à mettre leur stratégie en place. Bernal attaqué derrière. C'est rentré dans l'ordre. C'est normal parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres derrière. Après, ils ont continué dans la montée vers Assaggio. Bon, par contre, oui, c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'on s'est posé de questions pourquoi ils continuent à rouler. Ça y est, ils ont fait leur truc, derrière ça sert à rien. Bon, ça a fait péter Roglic. Donc finalement, on va dire que la stratégie a fonctionné. Ils ont fait chuter un leader. Mais Arensman, c'est pas mal quand même. Mais ils n'ont pas réussi... il n'a pas réussi en tout cas à faire péter. Brandon McNulty était là jusqu'au bout, etc. Donc en fait, je pense qu'ils ont voulu tester un petit peu ce que valait UAE et finalement, voilà, c'est mort. Je ne vois pas comment ils pourraient faire péter tout le monde, mais bon, à tout moment, ça peut partir. Et ça, c'est intéressant. Après, on a suffisamment reproché aussi à Ineos de faire n'importe quoi pour un résultat qui est quand même 0, voire moins 100. Où vraiment ça roulait comme des bêtes derrière les échappées, ça servait à rien, etc. Maintenant, ils font n'importe quoi. Et ça nous fait marrer, on a une course. Donc attaquer à 90 bandes de l'arrivée, honnêtement, j'ai pas compris. Mais c'était top, hein, franchement, j'ai adoré regarder. Mais maintenant, bon, Ineos a décidé de rouler comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont Bernal tout seul, il peut rien faire. Enfin, clairement, quand il part et qu'ils sont 3, il va pas rouler. Del Toro roule pas avec lui, Carapace, il fait ce qu'il fait. Et Arensman, pour moi, ça a toujours été un mec top 5, top 6, mais jamais plus. Oui, c'est-à-dire que il roule en montagne parce qu'il écrase les pédales, mais il a pas de jump. Il fait pas des écarts affolants. Enfin, moi, je l'ai jamais vu faire des écarts de malade. Donc, ils sont un peu enfermés dans une stratégie où ils décident de faire péter tout, mais avec des coureurs qui sont pas faits pour ça, à part Bernal et Rivera qui est plus là. Donc au final, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et tant mieux pour nous, parce que ça nous a évité de nous faire chier pendant cette dernière semaine, cette deuxième semaine. Ouais, y a Renan Prévost qui dit ils essayent de faire péter les bêtes malades, c'est ce qui a été, c'est ce qu'ils essaient de faire. Oui, vas-y. Mais sur les stradés, ils étaient pas mal et ils ont malheureusement pas été payés de leur coup. Mais ça viendra parce que la haute montagne convient totalement à Egan Bernal et ses enchaînements de col. Et faudra voir s'il est suivi ou pas de Thymen Arensman. Parce que on sait qu'Egan Bernal va être énormément marqué, alors que Thymen Arensman le sera peut-être beaucoup moins par les adversaires. Donc ils ont peut-être un jeu à faire, celui du jeu et du chat et de la souris avec Thymen Arensman en le faisant attaquer, en laissant un Egan Bernal qui va être beaucoup plus au marquage des autres. Laisser Thymen Arensman reprendre du temps pour après pouvoir permettre les offensives un peu plus dans le week-end qui arrive d'Egan Bernal. Pour moi, il devrait le jouer comme ça, ce serait beaucoup plus intelligent. En tout cas, ça va être intéressant. Et ils vont faire partie des équipes qui vont vouloir tout faire péter parce que bon, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. C'est ce que disait d'ailleurs Egan Bernal hier. Donc ça va être intéressant. Question ? Simon Yates. Bon, alors là, Simon Yates, comète. Voilà, et il est là. Alors, il avait fait 55e du Tirreno Adriatico comme meilleur résultat avant d'arriver sur le Giro. J'abuse, mais on n'est pas loin. Et là, il est là. 1 minute 20, le type. Dès qu'il y a un petit point jaune là, dans le peloton, c'est lui. Qu'est-ce que vous pensez de Simon Yates, juste pour savoir? Parce que moi, franchement, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que voilà, on ne sait jamais, non? Je ne sais pas. Sur un malentendu, il connaît les grands tours, il en a déjà gagné. Donc, je ne sais pas. Simon Yates, non? Personne? J'ai l'impression. Ce que je pense, c'est que son choix de casque est totalement dégueulasse. Mais pour le reste, pour être assez sérieux, Simon Yates, le problème, c'est que il court comme un Britannique, il court comme Geraint Thomas. Donc, il est là, mais ce sera pas le grand attaquant pour aller récupérer le temps. Il est content d'être sur le podium. S'il va chercher son podium, voilà, il va être là plus en défensive que sur l'attaque comme les Sud-Américains. Donc, je suis pas sûr qu'il a un jour sans, honnêtement. Il a bien évolué depuis. Mais de là à le voir renverser le classement général, j'ai du mal parce que c'est pas dans son tempérament. Bon. Jackie, sur Simon Yates. Je suis d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ça va être un coureur, pour moi, qui va être régulier, mais vous attendez pas à ce qu'il vous fasse 80 bornes d'échappée, 3 minutes, et puis je prends le maillot. Je pense qu'on peut rêver. Hein. Non, mais je sais pas, bon. il est là, présent, il a déjà gagné un grand tour, donc je me dis, on sait jamais, hein, Simon Yates, bon après, l'équipe autour, c'est compliqué. Hein.
pour pouvoir Ouais, c'est l'aider. ça, c'est qu'il a pas une équipe folle, hein. Ouais, Van Aert, C'est et Van pas. Aert, c'est Même s'il avait une pas. équipe. Ouais. Même s'il Oui, avait une oui, oui. équipe, Bon. c'est pas le coureur qui va tout te faire exploser, qui va partir dans de grandes envolées. Donc, ouais. Bon, au moins, il est là, il est présent, on n'attendait pas grand-chose, et au moins, ça fait une belle carte pour la Visma Lease the Bike, qui a encore un Van Aert où il lui manque deux, trois petites dents, encore pas grand-chose, pour aller titiller Pedersen. On en parlera peut-être dans la carte à Bianca, parce que je veux juste terminer on a fait pas mal hein, sur ce Giro, donc 3e semaine avec beaucoup de montagnes qui normalement aurait dû convenir à David Gaudu. Voilà, transition sur nos amis les Français. David Gaudu qui a vraiment connu un Giro, je ne vais pas dire catastrophique, mais en tout cas avec beaucoup de malchance, et surtout là, on ne voit pas le bout pour lui, David Gaudu, donc qui a chuté dans ce Giro, qui a donc un trou dans la main, il est sous antibio, et il a été lâché très rapidement alors qu'il était dans le bon wagon la veille dans le Monte Grappa. On sent pas que son premier Giro, ça va être quelque chose qui va garder dans sa tête, j'ai l'impression. Enfin si, mais pas du Non, bon côté. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est à l'image de son année 2025, c'est presque au moins, au minima, un début d'année à oublier, voire peut-être une année complète, hein, une année calendaire, hein. C'est malheureux, hein, mais il enchaîne les malheurs et il le dit lui-même, il les enchaîne, ils enchaînent les chutes, mais quelque part, il en est responsable. Donc, bon, bah voilà, hein, tu peux pas faire grand-chose quand le destin est contre toi et surtout quand tu ne fais rien pour aller chercher ta chance en fait. Ouais, c'est compliqué, Jackie, on le voit. Hein, c'est souvent à l'arrière du peloton, lâché lorsque la route s'élève ou quand les coureurs, le peloton accélère. David Gaudu, on voit pas comment il peut inverser cette courbe. Non, il fait peine à avoir pédalé là. Franchement, quand je l'ai vu sauter hier, Ouais. il faisait de la peine parce que je me suis même dit qu'est-ce que tu fais encore là en fait. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt d'être encore sur ce Giro si réellement t'as plus rien dans le sac, parce que clairement, je pense que déjà la tête a lâché, le physique a peut-être lâché, mais c'est surtout la tête, hein. Ça se voit quand il arrête de pédaler, il est plus là quoi. Donc peut-être redéfinir des objectifs et t'en aller mec, parce que c'est pas. Là, tu gagnes rien à faire ça, à part te faire mal pour rien. Et encore, il a de la chance. On est sur le Giro, il neige pas, et il pleut pas pour le moment. Donc, et au moins, il sera passé à travers ça pour le moment. Mais là, si c'est pour se faire mal pour rien, pour les prochaines étapes, je vois pas l'intérêt, sincèrement. Ouais, surtout que là, il y a la montagne qui arrive, on l'a répété à de nombreuses reprises. On ne voit pas comment il peut faire mieux que certains coureurs. Bon, déjà, les favoris vont en vouloir au moins quelques-unes, ça c'est sûr. Mais ensuite, les échappées, on a le droit une ou deux, souvent, c'est comme ça. Mais on voit comme je sais pas, des coureurs comme Plap qui a gagné déjà. Mais on a vu Bilbao, on a vu d'autres coureurs qui, eux, auront envie d'aller chercher un succès. Et passer devant eux, je vois pas. Gaudu qui a aussi donc une news qui est tombée donc il y a pas très longtemps avec la prolongation de contrat de David Gaudu. Alors on le sait, on vous le dit ici. Alors c'est magnifique, on vous dit tout. C'est juste que voilà, il était en pourparlers pour partir et il est finalement resté. Donc David Gaudu est resté chez Groupama FDJ, il a prolongé 2 ans. Il y a eu quand même Enfin voilà, quand on le voit, ce Giro, en fait, ça arrivait en plein milieu d'un Giro un peu morose, et c'est vrai que on pensait qu'il allait passer le gap, que c'était le moment de changer quelque chose parce qu'on voyait pas où est-ce qu'il allait aller, où est-ce qu'il pouvait aller. Donc je sais pas. Tip, qu'est-ce que tu penses de cette prolongation? Est-ce que pour toi c'était la bonne solution pour Gaudu dans l'état actuel, par exemple? Non. Non, il aurait eu besoin, un, de renouveau, deux, quand tu es dans une équipe française, que tu es un leader français, même si tu es un leader, c'est pas lui faire offense, un leader moyen actuellement, il faut que tu t'écartes de cette pression que met le public français, et quand tu es dans une équipe étrangère, tu subis beaucoup moins cette pression. Donc, on a eu cette rumeur hein, du côté des médias de la DSM, et ça aurait potentiellement été l'équipe parfaite parce qu'il aurait été à l'étranger, l'équipe parfaite parce que il aurait retrouvé des éléments qui sont français dans cette équipe, donc il n'aurait pas été totalement dépaysé. Et il aurait eu quand même, et il aurait gardé cette stature de leader parce que allez, du côté de la DSM, il y a qui?
Il y a Max Poul et il y a Romain Bardet, mais Romain Bardet va s'en aller. Romain Bardet va avoir un autre rôle à l'avenir. Et puis, il aurait retrouvé un matériel avec lequel il a composé, qu'il aimait bien, à savoir les vélos Lapierre. Donc, l'équipe aurait fait sens. L'équipe aurait fait sens et l'équipe lui aurait permis un peu de changer d'air. Et Ouais. c'est sans doute ce qui manque à Romain Bardet, pardon, à David Godu. Ouais, non, mais il y a aussi ce truc dans ses propos, ensuite, derrière, dans l'équipe, où il a dit, voilà, j'ai encore 2 ans comme ça en tant que leader dans une équipe, et après, on verra. Moi, c'est ça qui m'a un peu embêté, c'est-à-dire de garder ce confort, parce qu'on sent que David Godu, ces dernières années, ou ces derniers mois, pour pas être trop dur, tous ses objectifs, il les manque. Et ça, c'est pas qu'à cause de sa forme, c'est aussi à cause de la malchance. Ça, il faut le souligner. L'année dernière, c'était le Tour de France, c'était même aussi les Ardennaises, manquer les Ardennaises. Le Tour de France, on n'en parle pas, il est passé à côté. Derrière, c'est la Vuelta qui lui a donné un petit peu le sourire. Cette année, c'est le Giro, malchance, il se loupe encore. Quand t'es patron d'une équipe, et voilà, tu donnes 2 ans encore de leader à David Godu, on n'a rien contre lui, mais c'est quand même paradoxal par rapport à ce qu'il donne depuis quelques temps, même s'il a gagné en début de saison, c'est vrai, sur le Tour de Man. Jackie, toi... Est-ce que, Ouais, vas-y, Thib, après je donne la parole Vas-y, à Thib. Est-ce que c'est pas en fait dans l'air du temps? Est-ce que en fait sa déclaration n'est pas aussi pleine de réalisme et de fatalisme? Actuellement, à l'heure actuelle, dans 2 ans, il aura 30 ans. Quels sont les leaders de classement généraux qui seront encore présents et pourront prétendre à des podiums et des victoires? Parce que à l'heure actuelle, les trentenaires qu'on voit, bah, c'est malheureux. Oui, c'est des leaders, mais ça reste des leaders de rechange, un peu comme les Yates sur ce Giro. Mais sur les grands événements, ils sont réduits et cantonnés au rôle de coéquipier de luxe et de premier lieutenant. Donc, est-ce que c'est pas la suite logique en fait d'une carrière maintenant, quand tu as été un leader comme David Godu, comme tu peux l'être du côté d'autres équipes et que tu approches la trentaine? Après, vu qu'il a eu... Enfin, c'est dur, hein, quand tu as été leader pendant longtemps, de régresser dans la hiérarchie. Et voilà, je sais pas. Donc, Jackie, ta parole par rapport à tout ça. Moi, je m'interroge surtout sur la stratégie de la FDJ, en fait. Ah, ça. C'est qu'est-ce qu'ils veulent avec lui? C'est-à-dire que c'est un mec qu'on disait bon sur les Ardennaises, bon sur les classements généraux. Au final, aujourd'hui, sur les Ardennaises, il pèse plus, il vient plus. Les classements généraux, bah, en fait, il vit par coup d'éclat de temps en temps pour arriver à rester dans son confort, comme disait Thib. L'année dernière, la Vuelta, il arrivait à faire son classement général, c'est presque inattendu. Moi, je l'ai pas vu venir, sincèrement. Ah non, c'est clair. Et je pense qu'on n'est pas, enfin, peut-être Thib l'a vu venir, mais on n'est pas beaucoup à l'avoir vu venir. Et du coup, il vit là-dessus. Je pense que ça l'a requinqué un peu. Il s'est dit, oh, le Giro, c'est chouette. Poga, il y va pas. On va se retaper un top 5, ça va être top. Et au final, quand il est pas au top, quand il est pas au top, qu'il a des problèmes, il chute, comme il a déjà chuté cette année, on se rend compte que la machine, il n'arrive pas à la relancer. Donc ça reste un coureur aujourd'hui, pour moi, moyen. Aujourd'hui, je parle. Hein. Et il le dit dans son Alors interview. On l'a vendu comme un leader, mais le digne successeur de Pinot, et au final, on se rend compte que c'est pas ça. Et il le dit dans son interview, il dit je sens qu'à des moments, je peux titiller ce qu'il y a de mieux. Il cite évidemment la Vuelta l'année dernière, il cite aussi son Paris-Nice, il y a 2 ans maintenant, où il arrive à suivre Pogacar et lâcher Vingegaard. Il cite quand même ces moments. Hein. Ouais, il cite ces moments où je titille. Ouais. Où il titille, tu vois. Il sent qu'il y a quelque chose qu'il peut faire, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose. C'est pas un plafond qu'il a, parce qu'on a l'impression que le plafond, on ne le connaît pas. Mais ouais, je comprends pas en fait la stratégie aussi de la Groupama FDJ par rapport à ça, parce qu'ils doivent le payer assez cher. Je sais pas quel est le salaire, je n'ai pas les infos, je n'en sais rien, etc. Et c'est juste que quand on voit en ce moment la Groupama FDJ avec des difficultés de points aussi, bon certes ils vont pas descendre, c'est clair, mais on sent que c'est pas dans une dynamique positive, au contraire par exemple d'un décathlon à G2R la mondiale par exemple, mais bon après les équipes françaises c'est pas forcément dans le top en ce moment. Mais voilà, peut-être c'était le moment aussi de miser sur quelque chose d'autre, autre chose.
Surtout qu'ils vont essayer de l'entourer, d'après ce qu'on sait avec d'autres coureurs grimpeurs, parce que c'est ça aussi, se plaigner d'être pas très bien entouré. Ça, on peut le comprendre aussi, mais bon, les signaux sont pas bons. Voilà. Autre chose à dire sur Hugo Dieu, on s'arrête là-dessus. On veut pas, évidemment, on aime tout le monde ici, hein, c'est juste qu'on devait en parler. C'est comme ça. Et c'est la vie du vélo. Les Français, bon, on a vu Bardet pas trop mal, on a vu Nicolas Prudhomme et tout, mais pas grand chose à dire en plus autour de ce Giro. On espère encore une victoire française. Je rappelle, j'ai misé 2 victoires françaises. On est très très loin pour l'instant de tout ça. Juste un truc, ouais. Rémi Rochas quand même, faut pas l'oublier, lui. Oui, bien sûr. Il fait quand même un Giro pas dégueulasse quand même. C'est vrai. Moi, l'arrivée où il fait 4, c'était quand même pas mal, et encore, comme il dit, il a pris beaucoup de vent, donc et puis devant, on sait qui était devant, justement. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il fait un bon Giro. Pourquoi pas aller chercher quelque chose dans cette 3e semaine. En tout cas, il est en forme, le Français. Pourquoi pas. Ça lui convient quand même. Ouais, mais cette 3e semaine lui convient quand même. Non, mais à Rome. Beaucoup moins ça. À Rome, il fait le sprint. Oui, bien sûr. Non, ouais, cette 3e semaine elle paraît compliquée quand même pour aller chercher un résultat du côté de Rémi Rocha. Hein. J'aime beaucoup, c'est un petit gabarit de poche, mais au final, les longues ascensions, c'est pas ce qui lui convient le mieux. Hein. Ouais, je sais. Mais malheureusement, on est obligé d'espérer ce qu'on peut. Et surtout, moi, pour aller chercher 2 victoires, il faut y aller, les gars. Les gars, faut y aller, hein, parce que sinon on est mal. La Carta Bianca, les gars, c'est le moment de me dire ce qui vous a plu, pas plu sur ce Giro. Un seul point, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chouette qui est passée dans le ciel, ou alors un bouquetin, mais ça on l'a vu en première semaine, donc ça sert à rien de revenir dessus. Tib, alors ta Carta Bianca, c'est sur quoi? La carte blanche, évidemment, pour ceux qui sont pas bilingues italien-français. Ça reste récent, mais ça reste la façon de rebondir des épreuves de la Lidl Trek. Hein. On a perdu Giulio Ciccone, on a su très vite s'adapter et très vite remettre la balle au fond avec Carlos Verona. Carlos Verona, on le voyait depuis un moment, hein. Quand il s'agissait de rouler pour Primoz Roglic, l'Espagnol volait littéralement. Donc il y avait quand même de bonnes indications qu'il pouvait aller faire quelque chose. Et sur ce type d'étape et ce type de profil en particulier, c'est quelque chose qui convient bien à Carlos Verona. Oui, il peut pas s'imposer dans un sprint réduit, mais c'est un coureur qui peut miser justement sur l'intelligence et le moment pour placer son attaque et aller s'imposer en solitaire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc moi j'aime particulièrement cet état d'esprit qu'ont eu les Lidl Trek, mais qui l'ont depuis le début de ce Giro. Emmené par un Pedersen incroyable, un 4e victoire d'étape, il a encore dompté Van Aert. Moi j'ai pas eu les larmes, mais j'étais très triste pour Ciccone parce que vraiment, on a l'impression qu'il était encore bien. Il est aussi là, pour le coup, assez malchanceux sur l'étape où il chute. C'était la chance de sa vie d'aller chercher un top 10 d'un classement général de Grand Tour, hein, parce que faut le rappeler, hein, Giulio Ciccone, c'est un talent énorme. Ah oui, c'est un grimpeur de classe et c'est un mec qui n'a jamais figuré dans le top 10 d'un classement général. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Et oui, vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose, surtout dans cette mouvance Lidl Trek où rien ne pouvait les arrêter. On avait l'impression, en tout cas. Mais bon, ça se ressent. Pedersen a été plutôt positif par rapport à l'abandon. Il a dit voilà, il va apprendre encore, mais là, tout ce qu'il a fait sur le début de ce Giro, toujours bien placé et tout, c'est très bien. Il va apprendre pour la suite. On espère qu'il pourra rebondir dans d'autres épreuves parce que mine de rien, on l'aime bien, ce Giulio Ciccone, et les supporters, spectateurs aussi, puisqu'il récupère ses lunettes quand il gagne. Jackie. Alors moi, c'est le vieux Caruso. J'adore ce mec. En fait, c'est vraiment le mec que j'adore. En plus, après le Giro où il finit sur le podium, il fait 2 ou 3, je me souviens plus. 2 derrière Bernal. Ouais. 2. Ouais, c'est ça. Là, en fait, l'air de rien, il fait son truc, il protège Tiberi, mais il est encore là, il donne pas tout pour basculer avec lui. Bon, après, c'est pas la haute montagne non plus, mais il est encore placé au général et ça fait plaisir. 37 piges le papy, donc j'espère que ça va continuer. Moi, il me fait bien kiffer, moi je l'aime bien. Ouais, moi j'y croyais plus, hein, mais c'est vrai que là, j'ai regardé son classement général, mais je sais pas, hein, parce qu'il était passé derrière les radars de tout le monde, etc. Et là, je vois son classement, je dis, putain, mais il est dans le top 10, Caruso, en fait, qu'est-ce qu'il fait là après avoir aussi la stratégie pour la Bahreïn, mais c'est vrai que Papy Caruso est de retour à l'Italie, ça lui fait toujours du bien, ça c'est clair. Ils ont peut-être évolué.
Ils ont peut-être évolué parce qu'en début de Giro, Ah bah tu oui. vois, sur Ah leur bah c'est site et Tib. tout, ils ont fait une preview d'équipe et ils ont dit c'est 100% Ah pour oui. Antonio Tiberi. Bah, évidemment. Mais au final, quand tu vois le Monte Grappa où Tiberi est lâché, tu sais qu'il a chuté la veille. C'est d'ailleurs lui en fait qui a l'initiative de la grosse chute et du gros strike collectif. Il glisse sur la place d'égout, il va se ramasser le trottoir et littéralement il emporte tout le monde. Donc Tiberi potentiellement peut-être un peu touché physiquement, un peu moins que Primoz Roglic, mais potentiellement touché parce qu'il était parmi les lâchés. Donc Caruso, ça peut très vite devenir un plan B qui n'était pas prévu sur les papiers et qui peut aller faire quelque chose. Bon. Parce que c'est un malin. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est toujours un malin. Merci en tout cas pour vos cartes blanches. On va pouvoir passer dans ce qu'il y a à côté du Giro parce que bien sûr il y a d'autres choses dans le vélo. Si on attaque, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On n'attaque pas, alors j'ai mis des petites idées que seul type peut voir, mais Jackie, je suis sûr que tu connais le vélo, mais tu regardes tout ce qui se passe, donc je suis sûr que tu as un petit truc dans le coin de ta tête pour nous parler de voilà, ce que tu as vu, ce que tu as envie de parler dans on n'attaque pas. Tib, alors qu'est-ce que tu pioches, toi? Qu'est-ce que tu nous donnes aujourd'hui? T'hésites, hein? J'ai l'impression que t'es hésitant. Ouais, je suis hésitant entre les sujets que tu proposes et puis On propose aussi dans le chat. Je l'avais aussi. Retourner du côté de la ronde de l'Isard parce que ça reste une des courses fondatrices du monde espoir et ça te montre un peu les talents de demain. Bon, est-ce que Jarno Vidar n'est pas déjà un talent d'aujourd'hui dès à présent? Oui. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, à côté, on a vu aussi que si les XDS Astana réussissent à s'imposer du côté de la World Tour, leur équipe de développement tourne aussi relativement très bien parce qu'on les a vus et on les a beaucoup vus du côté de la ronde de l'Isard. Ouais, et il y a aussi la Lidl Trek Future Racing avec un Irlandais qui a terminé deuxième de cette étape, Liam O'Brien. Voilà, les Français en dehors du top 10, mais c'est pas grave. On y croit quand même. La ronde de l'Isard, donc pour toi, Jackie. Les filles. Ah. Ça changera un peu, non? Ah bah si, les filles, le Tour de Burgos, bien sûr. C'est bien, on adore, c'était dedans. Bon, et c'est particulièrement Rosser. Ah oui. Qui se met à grimper. Ah, ça c'est fou ça. Et elle a mis une branlée à tout le monde sur l'étape de montagne sur le Tour de Burgos. J'ai dit c'est vraiment un ressort, mais c'est incroyable quoi. C'est une en 6 mois c'est abusé. Et puis elle part chez Movistar et ça marche quoi. Moi j'y croyais pas trop chez Movistar sincèrement parce que l'équipe Movistar féminine me faisait penser un peu à l'équipe Movistar masculine il y a 3-4 ans. Et au final, ça marche super bien. J'ai vu les épreuves précédentes, c'est pareil. Elle marche fort en montagne. On la connaissait beaucoup comme rouleuse et au final, ça grimpe, ça marche chez Movistar et puis ça devient une coureuse. Va faire gaffe plus tard. Je pense qu'au tour, va falloir faire attention à la dame. Faut rajouter encore une coureuse qui potentiellement peut aller remporter, en tout cas faire de belles choses sur le Tour de France. Il va y avoir du beau monde, en tout cas, et il faudra la mettre dedans. On a vu Lotte Kopecky aussi malchanceuse sur le Tour de Burgos. Elle a vraiment tout pour elle. Elle grimpe bien, elle arrive à lisser, mais bon, enfin, on le sait, t'arrives assez facilement maintenant dans le cyclisme moderne, que ce soit féminin ou masculin, du coup, à transformer des rouleurs en grimpeurs. Mais elle a aussi la Bradley Wiggins du cyclisme féminin, la Guérin Thomas du cyclisme féminin. Et puis elle a ce tempérament offensif aussi. Enfin, on l'a connue beaucoup plus offensive que grimpeuse et beaucoup plus rouleuse que grimpeuse, mais c'est une coureuse qui peut littéralement cocher les cases sur n'importe quelle étape. Ouais, non, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'était plutôt une belle course, ce Tour de Burgos féminin. Alors, dans le chat, on propose Mathieu Van Der Poel et le VTT. Je vais faire 2 mots dessus, mais juste en dire, il a chuté à Nové Mesto, 2 fois il a abandonné, il sera sur le Dauphiné, voilà, ça j'écarte ça. Non, moi je veux parler d'autre chose. Christophe Laporte, forfait pour le Tour de France. Est-ce qu'il sera sur le Dauphiné ? Bah oui, s'il a annoncé, Van Der Poel a annoncé sur... Ah oui, à cause de cette chute. Non, mais il était annoncé de prime abord, mais il a confirmé. Potentiel. Ah, il a confirmé. Il a confirmé. Il y avait quand même des petites rumeurs qui confirmaient, qui circulaient hier, comme quoi son Tour de France pourrait aussi être compromis. Donc, si son Tour de France est compromis, son Dauphiné aussi. En tout cas, avant la chute, il avait dit Dauphiné, Tour de France. Enfin, c'est... Ouais, non, mais depuis la chute, moi je te parle. Et depuis la chute, son Dauphiné est compromis et son Tour de France aussi peut-être. Bon,
Ça, c'est à voir. Donc, le mot là-dessus, non, moi, je voulais parler de Christophe Laporte, forfait pour le Tour de France. Alors, son forfait, c'est pas vraiment le truc important, mais voilà, c'est la saison très, très compliquée pour Christophe Laporte, qui a des problèmes de maladie, de blessures. Enfin, bref, il n'arrive pas à revenir. Son équipe a encore dit, ça revient, mais doucement. Moi, j'ai très peur pour Christophe Laporte. J'ai peur qu'on ne le revoie plus sur un vélo ou alors pas à un niveau de forme adéquat. Donc c'est quand même assez flou par rapport à tout ce qui entoure. Évidemment, la Visma Leaseback, la plupart du temps, il ne donne pas toutes les infos, mais on ne comprend pas trop pourquoi il met autant de temps à revenir. Ça met du temps, mais pourquoi surtout. autant ? Bah ouais. Enfin voilà, c'est dommage. Voilà, je dis voilà, c'est dommage et j'espère pouvoir le revoir un peu parce que sa dernière course, ça date de Paris-Tours l'année dernière, il l'avait remporté, donc depuis on l'a plus vu. On perd pour l'instant l'un des coureurs français majeurs, on en a bien besoin en ce moment. C'est fini, on n'attaque pas. Alors je vous ai concocté un quiz. Alors le quiz, il est mauvais, mais il est juste pour vous. Aïe, aïe, aïe. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Comme je bossais hier, j'ai pas eu le temps d'en faire un majeur comme Jérémy Sakian a la magie de le faire à chaque fois. Non, un petit quiz tranquille sur le Giro 2025 et les Français. Eh oui, parce que voilà, on tout feu tout flamme les Français depuis le début de ce grand tour. On est obligé d'en parler, au moins on en parlera. Le chat, vous pouvez jouer. Il faut juste faire une chose. On quitte PCS, tranquille, on se met ça de côté et puis on essaye de faire ça de tête. Voilà, on s'amuse. Il n'y a rien à gagner à part un peu plus de charisme. Oui, tu vois, Jackie, il est pas suffisamment fourbe. Parce que moi, à chaque fois, j'essaye de réviser des sujets et à chaque fois, je tombe à côté. Ouais. Genre, je sais que si on avait eu Jérémy Sakian, il nous aurait posé des questions alambiquées sur le Tour de la Mayenne, Ouais. les boucles de la Mayenne. Et ben, c'est ce que j'ai révisé. C'est que j'ai hésité. Alors pour te dire, j'ai hésité entre deux choses. Le Mercantour qui a lieu en ce moment là, quand on enregistre là, j'ai failli faire le Mercantour et ou les boucles de la Mayenne, mais je me suis dit non, je vais faire un petit truc un peu plus simple parce que j'avais un peu moins de temps. Mais sinon, j'étais parti là-dessus. T'as de la chance. Alors première question. Le chat, vous pouvez jouer bien sûr. Le truc, c'est que vous avez le droit qu'à une seule proposition à chaque fois, sauf quand je vous le dirai, vous pouvez en piocher d'autres parce qu'il y a des questions plus dures que les autres. Une seule proposition, réfléchissez bien. Le coureur français le mieux placé au général de ce Giro, s'il vous plaît. Prodhomme, c'est une bonne réponse, Thib. Prodhomme est 20e du général. Je l'ai appris tout à l'heure. Voilà, je ne savais pas qu'il était, aussi bien placé. Ils lui ont même appris en interview l'autre jour. Tu vois, lui-même, il ne savait pas. Ensuite, désolé le chat, ça a été très vite. On a donné Prodhomme, mais malheureusement, avec le délai, c'est Thib qui prend le point. Le Français qui a fait la meilleure place sur une étape. Rocha 4. C'est faux, tu es éliminé. Ok, nice. Rocha dans le chat, éliminé. Yagastek, 67, tu marques le point pour le chat. Paul Magnier a fait 3e lors de l'étape de Naples qui a été neutralisée. Il fait 3e du sprint derrière Caden Groves. C'est ça, c'est celui-là, hein, je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est celle-là, c'est celle que neutralisée pour moi, non Attendez. C'est bon, hein, c'est sûr que c'est bon, mais je veux juste vérifier si c'était bien. Non, c'est pas Naples, c'est la grosse chute. Si, c'est à Napoli, c'est ça. 3e position derrière Caden Groves et Milan Fretin. 3e question. Jackie, il faut y aller. Donc, un point pour le chat, un point pour Thib. Pareil, une seule proposition, mais il y a 2 coureurs à donner, donc si on a un des deux faux, je l'enlève. 2 autres Français ont fait 4e d'une étape, qui sont ces Français. Il y a Rocha. Je veux les 2 d'affilée, attention, parce que les 2 d'affilée, m'ont donné 2 d'affilée, le chat c'est pareil. Rocha Godon, c'est pas bon. Non, c'est... Et tu demandes la réponse de Rénal Prévost. Rocha et Bardet, qui vient de faire 4e. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais oublié qu'il a fait 4e hier. Oui, il a fait 4e hier. Donc c'est 1 point pour le chat encore, 2 pour le chat, 1 pour Thib, 0 pour Jackie. Bienvenue dans l'émission. 4e question. 0,5, j'ai donné Rocha. Oui, non, mais je t'ai dit c'était les 2 d'affilée ou rien. Là, vous avez le droit à plusieurs propositions, parce que c'est un peu plus dur. Ça va vous aider d'ailleurs. Le coureur français le mieux placé au classement par points. Il faut réfléchir. Évidemment, si je vous dis que vous avez plusieurs propositions, vous comprenez bien que ce n'est pas le coureur attendu.
Dans le chat, on l'a Bah, il donné. y a Ce n'est Rocha, pas non Magnier. Peut-être. Ce n'est pas Rocha, Fait... ce n'est pas Magnier. C'est plus dur. Paché. Hein. Ce n'est pas Paché, ce n'est pas Godon. Ah, c'est pas facile, hein. Putain. Alors, j'attends quelques secondes. Jackie, as-tu une proposition? Donne-nous une proposition, c'est pas grave. Au moins quelqu'un sur le Giro, au moins. Oh, je sais pas là. Alors, Bloc. Prud'homme, c'est pas lui non plus. On me dit Prud'homme. Alors, Christian Prud'homme Non, n'est non, pas sur le Tour d'Italie. Ça va être des échappés à la con. Tout à fait. C'est un coureur qui a été échappé, qui a 24 points en général, 28e du classement général par points aujourd'hui. Bon, c'est pas Ispi en tout cas parce qu'il est pas français. Non, mais c'est un coureur qui est à la Groupama FDJ. Voilà. Ça vous aide quand même, donc il ne reste plus grand monde. Ah, un petit Paleni jeune. C'est Paleni. Enzo Paleni est donc 28e du classement par points devant Rémi Rocha, 37e, 18 points. Égalité avec Paul Magnier, 39 points. C'était pas facile comme question, c'est pour ça que je vous en donner plusieurs. Mais alors moi, je l'ai appris aussi en regardant. Aucune équipe française classée dans les 15 premiers au général par équipe. Quelle est la dernière équipe française? Arkea. Vous n'aurez qu'à une seule proposition, évidemment. Arkea, ce n'est pas bon. Cofidis, dans le chat, est donné 2 fois. Cofidis, 20e au classement général par équipe. Ah ouais. Cofidis est donc dernière. Donc on a 3 points pour Terrifiant. 3, 2, 0. Donc nous avons un joker, Jackie, puisque tu ne peux plus aller chercher les 3 points du chat. Il reste encore 2 questions. Alors, quel est le seul Français qui a abandonné lors de ce Giro? Le seul Français. Le seul. Le seul et unique Français qui a abandonné dans ce Giro. C'était très tôt dans ce Giro. C'était un coureur qui a déjà été en vue, un grimpeur, pour vous aider. Et le chat C'était le seul. Le chat Putain. qui a été vraiment incroyable. C'est bien Bouchard qui a abandonné lors de la première étape avec Landa, je crois, dans la chute de Landa. Ouais, Alors, exact. on me donne Chicone. Je vais enlever un point au chat, voilà, juste pour cette réponse. Comme ça permet à Type de revenir dans la partie. Juste pour ça, on a voulu troller. Voilà, il y a steak. Bravo. Voilà. Allez, dernière Bravo. question. Oublions pas que c'est collectif le chat. Hein. Vous faites des pompes pour les punis. Alors, dernière question, vous pouvez y aller. Autant de propositions que vous voulez. Un seul représentant tricolore dans l'équipe Arkea. Qui est ce seul tricolore dans l'équipe Arkea? Vous pouvez me donner des noms, même s'ils sont pas sur le Giro, c'est pas grave, mais il y a un seul coureur français chez Arkea. Bordel. Là, faut y aller. Hein. Et là, c'est pas le plus connu. Hein. C'est pas Desmar et compagnie, je vous le dis. Hein. Greppel, c'est pas bon. Dans le chat, il y a du roue libre. Guglielmi. Guglielmi. Ça a été donné dans le chat avant. Est-ce que tu t'as pas triché? Après, peut-être que le chat triche. Non. Hein. Je l'ai pas, mais ouais. Tu l'avais ou pas, Type? Tu l'avais vraiment ou Bah oui, je te l'ai dit en même temps, mais le chat a dû le dire avant. On va dire que c'est Jackie qui gagne. On va dire que c'est victoire pour Jackie aujourd'hui. Bravo Jackie. Bravo. Belle victoire de Jackie qui a pas dit un mot du chat. Bravo. J'apprécie. Ouais. Là, c'est la pire des pirateries qu'on puisse faire. Bravo le chat d'avoir participé pour ce quiz, voilà, qui était sur les Français. C'était pas facile, hein. Ouais, on n'a pas pris les meilleurs à chaque fois, mais bon. Pour l'instant, on a ce qu'on a. Merci Type d'être venu dans ce podcast. Merci au chat d'avoir participé. Je termine par Jackie. Merci d'avoir gagné ce quiz. Merci d'être venu aussi. C'est bon, ça t'a fait plaisir? En tout cas, ouais, ça m'a fait grave plaisir. Merci de m'avoir invité. Oh bah c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Et en plus, on avait mis une casquette juste pour tout le monde avait une casquette. C'est ce que j'allais dire. Petite ça fait casquette. plaisir aussi. Vestimentairement, vous m'avez fait plaisir, les gars. Merci. En début d'émission, avant qu'on commence, je les ai vus tous les deux avec des casquettes à l'envers. Là. Je me suis dit, il fallait que je me mette dans le move. Donc voilà, on termine donc sur. Ça va, c'est bon, je peux déboutonner. Ah, il commence à se mettre à poil. C'est le moment d'arrêter. Merci les gars, merci à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la victoire de Guillermo del Toro. J'allais dire, je suis le mec du ciné, moi. D'Isaac del Toro. Allez, salut à tous. Allez, salut. Et salut.